En manchette aujourd'hui, annonce importante pour Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellimeur, au pupitre. Donc, on prévoit une annonce importante à Berthierville, ça se fera demain dans l'après-midi. Les médias sont en effet invités à une conférence de presse concernant la conversion de la garderie éducative Rouge-Coccinelle. On parle de 80 places subventionnées. Donc, les représentants des médias doivent rencontrer demain à Berthierville la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, et la députée de Berthier et ministre du Tourisme responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx. Les deux ministres feront l'annonce de la conversion de 80 places subventionnées à Berthierville. Donc, CTRB sera présent. On passe maintenant au niveau culturel. Henriette Valium, sans ordonnance. Eh bien, c'est la nouvelle exposition présentée au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Cette exposition est une rétrospective de la carrière de Patrick Henley, plus connu sous le nom de Henriette Valium. Un artiste multidisciplinaire, il a surtout été connu pour sa musique, ses vidéos d'art, ses bandes dessinées et ses illustrations. Il était un habitué des Faux-Faunes électriques. CTRB vous présente une entrevue réalisée avec la commissaire de cette exposition, Sylvia Jérôme, qui a bien connu Patrick Henley. Je suis en compagnie de Sylvia, qui est la commissaire pour l'exposition Henriette Valium. C'était pas son vrai nom en commençant. Non. Il n'y avait pas d'autre femme. Pourquoi? Oh, c'est une longue histoire, courte. C'est dans les années 80, il faisait des fanzines et il y a eu un numéro, c'était dans Iceberg, je pense. Il y avait un numéro, les filles avaient pris des noms de garçons et les garçons prenaient des noms de filles. Mais lui, ça lui est collé dessus. Ça lui est collé dessus. Oui, puis il n'a jamais pu. À un moment donné, il a voulu se défaire de ce nom, puis finalement. Parce que son vrai nom, c'est Patrick Henley. Patrick Henley. Et il est originaire de Repentigny. Il est né à Montréal et il est arrivé à Repentigny à l'âge d'1 an. Okay. Donc, il a vécu à Repentigny. Il a grandi à Repentigny. C'est un pur produit. C'est ça. Repentignois. Repentignois, de région. L'exposition fait une rétrospective de parlez-vous de l'exposition? Ben, c'est une grande. C'est au sens large, oui, une rétrospective, mais. Il y aurait de quoi remplir 10 salles. Cet artiste-là produit énormément. Donc, la question que j'ai, le choix a été difficile. Oui. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour les œuvres? Qu'est-ce qui a motivé Le choix, c'est surtout, on s'est arrêté avec ce qu'on avait en main, ce que Patrick avait conservé au fil des ans. OK. Alors, c'est majoritairement les œuvres qui appartiennent à la succession, à ses enfants. À ses enfants. Oui. Et on retrouve quoi? Je vois qu'il y a de la peinture, il y a de la BD, il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses. C'était un artiste pluridisciplinaire. Et il prenait son inspiration? Partout. Oui. Donc, c'était quelqu'un qui était toujours aux aguets, qui créait sur l'instinct ou qui faisait, on va dire un modèle, il faisait un croquis, il faisait quelque chose? Il était très, je vais dire songé, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'était quelqu'un de très... Terre à terre, non? Oui, mais d'hyper, là les mots ne viennent pas, là, mais c'est quelqu'un d'hyper structuré. OK, bon, c'est ça. Et c'est un être très complexe aussi. Alors ses œuvres, c'était pas des œuvres gratuites, c'était toujours très... il y avait beaucoup de recherche derrière. Il y avait un croquis, il y avait une idée derrière la tête quand il partait quelque chose. C'était pas sur l'inspiration du moment. Non, mais souvent, il s'inspirait souvent de l'actualité. De l'événement. Oui, c'est ça. Des événements, bien oui. sûr. Oui. Donc, son médium favori? Ben, il a longtemps été considéré comme BDiste. Oui. Mais il me disait, je suis tannée d'être associée à ça. Je fais de l'art visuel, je fais des tableaux, mais il dit, les gens ne me connaissent pas pour ça. Alors ici, l'exposition, c'est beaucoup axé sur ces dernières productions qui sont absolument
extraordinaire. Il y a du détail. Patrick avait des grosses mains, il bougeait, parlait fort, mais son travail, c'est de la dentelle. C'est magnifique. Magnifique. Oui. Il y a une espèce de reproduction, c'est moi qui ai vu que de ces outils de travail, on pourrait dire. C'est important aussi de montrer ça? Oui, c'est important de le montrer parce que, en tout cas, ceux qui viendront verront, il y a un tapis de coupe dans la vitrine. Là. Ce tapis de coupe-là, il y a gros max 1 an. Moi, le mien, ça fait 20 ans que je l'ai, il est encore vert. Mais celui-là, il travaillait, il mettait sa théière chaude dessus. Il vivait dans un garage, un espace hyper restreint il avait maximisé l'espace. Il dormait là, il vivait là. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de maison. Il roulait en vélo, était comme hiver. Je veux dire, c'est un moine. C'était une forme de moine urbain. Oui, je comprends. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent quand ils vont sortir de l'exposition? Ah ben, qu'il y a des gens comme ça qui existent et puis qui n'ont pas de support et puis qui traversent la tempête tout seuls. Mais c'est pas le genre de vie qu'on voudrait. Mais c'est pas le genre de statut qu'on voudrait pour les artistes non plus au Québec. Dans le sens qu'il n'a pas été assez reconnu? Il n'a pas été reconnu. Mais c'est particulier aussi. Là. Mais il ne faisait pas de concessions. OK. Il faisait son travail. Il travaillait pour lui d'abord. C'est ça. Donc, dans l'exposition aussi, il y a des gens qui ont acheté des œuvres. Vous avez réussi à avoir des collections privées qui ont accepté de prêter des choses? Oui, il y a seulement une personne qui... il y a des gens qui ont prêté des artefacts, des affiches ou des publications. Ouais. Il y a un collectionneur qui a prêté quelques planches du Palais des Champions, qui est un de ses albums, qui a pris 10 ans à faire. C'était toujours très fastidieux, son travail. Mais sinon, les œuvres appartiennent tout à la famille. Ouais. Donc, c'est vraiment un prêt spécial parce qu'après cette exposition-là, ça retourne à la famille. Et, voilà. Et c'est ça. Donc, il faut en profiter pour venir. Oui, parce que, en tout cas, je souhaite que son nom soit là où il faudrait qu'il soit. Et c'est un des buts que vous avez de lui rendre hommage, de lui dire, regardez, de vous permettre aux gens de connaître et de savoir qui il était. Oui, c'est le but final. C'est le mandat que je m'étais donné. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on s'est promené un petit peu dans l'exposition. On a trouvé ça très intéressant, très beau. Merci. On va en parler. Plaisir. Merci. Le gouvernement du Québec accorde des aides totalisant 1,7 million de dollars pour l'année 2022-23 afin de renouveler la mesure financement supplémentaire en prévention de la criminalité. Ce financement vise à soutenir différents organismes dans leurs activités courantes auprès des clientèles vulnérables, à optimiser l'organisation de leurs services et à répondre notamment à des besoins spécifiques liés à des enjeux de cohabitation harmonieuse dans l'espace public, d'itinérance et de santé mentale. Le ministre de la Santé publique et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel, en a fait l'annonce. Le financement octroyé par le ministère de la Sécurité publique sera utilisé par les organismes bénéficiaires pour embaucher du personnel additionnel, payer le coût des heures supplémentaires, bonifier les salaires des intervenants de première ligne, rehausser le niveau des activités courantes, augmenter la supervision clinique, couvrir les dépenses en matériel nécessaires à la réalisation des activités courantes. Dans la Naudière, le montant se chiffre à 75 000 $. Ce montant couvre 3 projets. Le premier, et chaque projet recevra 25 000 $. Le premier projet touche l'Association pour les jeunes de la rue de Joliette. Il aidera le travail de rue et s'attardera à la consommation de drogue, l'exploitation sexuelle, le travail du sexe, l'itinérance et la pauvreté. C'est des dossiers que les intervenants vont toucher. Un autre 25 000 $ va au travail de rue, secteur Brandon. On parlera, bien sûr, l'argent servira là, au niveau des interventions dans la rue, au niveau du travail de rue de l'organisme. Le travail de rue, le trajet, dans la Naudière recevra aussi 25 000 $.
Les interventions toucheront le travail de rue et l'expertise développée en matière de prostitution et d'exploitation sexuelle. Donc, ces organismes travaillent auprès des gens qui en ont besoin directement dans la rue. Donc, un dossier important et qui touche notre région. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 14 novembre, on souligne l'anniversaire de Marc Franz. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 14 novembre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Les passionnés de cinéma et de culture sont invités à assister à un événement unique au Biophare, c'est à Sorel-Tracy, de l'autre côté du fleuve, face à Saint-Ignace, le 3 décembre prochain à 14 h. Geneviève Dulude de Selle, la renommée productrice, scénariste et réalisatrice, ainsi que Guillaume Lambert, le comédien bien connu, scénariste, réalisateur et auteur, se réuniront pour une table ronde captivante animée par Myriam Marpin et Anne-Marie Dulude. L'événement, intitulé « Source d'inspiration », propose une occasion rare de plonger dans le monde créatif de Geneviève et Guillaume. Cette table ronde offre un regard intime sur les étapes clés de la démarche artistique de ces deux créateurs et les sources qui ont enflammé leur processus créatif. Une période de questions suivra la rencontre permettant aux gens présents venus assister à cette table ronde de mieux connaître ce qui a permis à ces deux artistes d'œuvrer dans un domaine culturel et les défis qu'ils ont à relever pour continuer d'évoluer dans ce secteur d'activité. L'inscription est en ligne, elle est requise pour cette activité qui est gratuite. Il faut aller sur le site du Biophare. À propos des conférenciers, quelques notes. Geneviève Dulude de Selle a marqué l'industrie cinématographique avec son premier court-métrage « La Coupe », lauréat du prix du meilleur court-métrage international à Sundance en 2014. Son long-métrage documentaire « Bienvenue à FL » a également été salué au TIFF et au RIDM, deux importants rendez-vous du cinéma. Son premier long-métrage de fiction « Une colonie » a remporté l'Ours de cristal à la Berlinale, voilà, et le prix du meilleur film au prix écran canadien, bien sûr. Les Jours, son deuxième long-métrage documentaire, est sorti en salle en 2023. Guillaume Lambert est un comédien, scénariste, réalisateur et auteur polyvalent. Il est connu pour ses rôles dans des séries à succès comme « Like moi » et « Les Beaux Malaises », ainsi que pour ses réalisations cinématographiques dont « Les scènes fortuites » et « Niagara ». Il a également co-scénarisé
Audrey est revenue avec Florence Lompré, lauréat du Grand Prix d'IAR à Cannes Série. Donc, un rendez-vous. On parle maintenant du marché de Noël à Lanoraie. On vient d'en faire l'annonce. On a confirmé que l'événement, le marché de Noël, se déroulera au Péché Mignon de Lanoraie le 26 novembre prochain. Donc, une date à inscrire à votre calendrier, le 26 novembre prochain, entre 10h30 et 15h30, à la salle Jean Bourdon à Lanoraie, les Péchés Mignons de Lanoraie, marché de Noël. Sous la direction de Julie Rondeau, le Grand Orchestre de Joliette, avec la participation de Vocal 80, présente son concert du temps des fêtes ayant pour thème Bientôt Noël. Ça se déroulera samedi le 9 décembre prochain à 14h30 à la salle Julie Potier du Collège Estin-Blondin à Saint-Jacques. La cinquantaine de musiciennes et de musiciens de la Naudière formant le Grand Orchestre de Joliette vous présenteront alors des airs classiques et de la musique populaire du temps des fêtes, tels que Alléluia de Handel, All I Want for Christmas is You et Canadian Brass Christmas. Vous retournerez aussi en enfance sur des chants traditionnels de Noël, tels que Félix Navidad et C'est l'hiver, avec la participation spéciale de 52 choristes de l'ensemble vocal 80, dirigé par André Brault, chef de chœur de renommée internationale. Les billets sont présentement en vente auprès des musiciens et des musiciennes ou encore sur le site, le point de vente, onglet GoJ. Fondé en 2014, le Grand Orchestre de Joliette est formé d'une cinquantaine de membres et se veut un prolongement de l'activité musicale destinée aux adultes de tout la Naudière et provenant d'horizons professionnels différents. Composé d'instruments à cordes, à vent, de cuivre, son répertoire est varié, allant du classique populaire aux musiques de film. Le GoJ, donc pour l'orchestre évidemment l'orchestre de Joliette, a déjà offert plus d'une quinzaine de concerts dans la région et à l'extérieur. Depuis 45 ans, la chorale lanaudoise Vocal 80, fondée par André Brault, chante avec bonheur et assiduité de façon hebdomadaire. La chanson populaire française, anglaise et parfois d'autres langues composent son répertoire. On écoute un extrait du concert de Noël du Grand Orchestre l'an dernier.
Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, et on rappelle, les billets sont en vente sur le site Le Point de Vente sous l'onglet G-O-J pour le Grand Orchestre de Joliette. Concert le 9 décembre prochain, 14h30 à Saint-Jacques. Passons à la pause. Au CHC du Château, le 24 octobre, à 81 ans, est décédée Mme Diane Courchaine, épouse de Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Marc. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants Kevin Courchaine-Barthes, Kelly Gladu-Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine, ses 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur. Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Yves Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHSLD Piémont-Saint-Jean-de-Matha, le 4 novembre, à 61 ans, est décédée Mme Ginette Savignac, fils de feu Denis Savignac et de feu Janine Sylvestre, demeurant Joliette, native de Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé sa sœur Lise, elle laisse dans le deuil ses filles, Marie-Ève Pellan, Sonia Pellan, Éric Forget, sa petite-fille Lia, sa sœur, son frère, France Savignac, Richard Pilon, Richard Savignac, Karine Rondeau, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Marie-Ève et Sonia tiennent à remercier les employés du CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche 19 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Mme Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À la résidence Champagne de Saint-Ambroise, le 11 novembre, à 87 ans, est décédée Mme Irène Moreau, épouse de feu Rosaire Champagne, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lynne Champagne, feu Robert Allard, Rose Champagne, Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne, Colette Rondeau, Mario Champagne, Chantal Croisetière, Daniel Champagne, Sylvie Laprade, Guylaine Champagne, Laurent Sauvé, Jean Champagne, ses 10 petits-enfants, 17 arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Georgette Moreau, feu William Arnois, Fernande Moreau, feu Rosaire Lambert, Hélène Moreau, René Plante, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, André Champagne, Monique Richer, Donna Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 20 novembre, de 19 à 22h et mardi, le 21 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Mme Moreau sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Voilà donc pour vos informations aujourd'hui, 14 novembre.